Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. Il est 18h16. On est avec Michel Onfray, avec Nathan Dever, avec Geoffroy Lejeune. Geoffroy Lejeune, on évoquait avec Michel Onfray ces refus d'obtempérer, ces policiers qui doivent ouvrir le feu pour protéger leur vie, les victimes. Une jeune femme de 22 ans est morte hier soir à Rennes. Et le mot de guerre civile employé par Michel Onfray, c'est la réalité. C'est ce qu'on vit aujourd'hui dans notre pays. Une guerre civile à bas bruit. Moi j'aime bien Michel Onfray parce qu'il a le mérite de mettre en effet des mots sur des choses qu'on ressent. Et je pense que ce mot en fait va être très bénéfique en fait dans le débat public, parce que ça permet de mettre un mot très fort sur une situation très grave que personne ne nomme en réalité. C'est ça qui est insupportable. Maintenant, si je devais pinailler un peu, mais c'est une vraie question que je veux vous poser, quand on pense à des guerres civiles, et vous avez fait référence aux guerres civiles de l'histoire récente, on a toujours un affrontement de concitoyens, c'est-à-dire des gens de la même nation qui s'affrontent peut-être pour une visée politique ou religieuse. En tout cas, il y a une raison. Mais c'est une même nation et ce sont des concitoyens. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aujourd'hui que finalement on vit quelque chose qui relève plus de l'attaque, non pas coordonnée, moi je suis d'accord avec Nathan, on n'a pas l'impression d'une stratégie, mais l'attaque permanente contre la nation, contre tout ce qui peut représenter la nation. Donc là en ce moment on évoque les forces de l'ordre, mais même en règle générale toute autorité, toute chose qui nous a précédés de la part de gens, en l'occurrence évidemment très souvent issus de l'immigration, qui ne partagent pas notre modèle culturel. Donc ces attaques, est-ce que ce serait pas plutôt une guerre certes civile de gens qui ne veulent plus la continuité de la nation française et qui ne se défend pas, puisque nous laissons faire depuis très longtemps. Michel Onfray. La guerre d'Algérie est une guerre civile. Oui. Les guerres de religion sont des guerres civiles. J'ai fait ce travail dans un livre qui s'appelle Théorie de la dictature sur la question du totalitarisme, en disant, évidemment, si vous attendez quelque chose qui ressemble à l'Union soviétique stalinienne ou à l'Italie fasciste ou à l'Allemagne nazie, évidemment, ça n'a rien à voir. Le totalitarisme n'est pas le même. Mais faisons évoluer les concepts, parce que justement, ça bouge et ça change. N'allons pas chercher dans le passé l'explication de la guerre civile en disant la guerre civile, c'est ça, il y a une définition. Est-ce que la définition correspond au réel? Ah, ça correspond pas très exactement. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Oui, je veux bien. Mais il y a une sociologie de cette population. Vous l'avez dit vous-même. C'est-à-dire qu'en posant votre question, vous avez apporté les éléments de réponse, puisque ça reste une sociologie à peu près semblable. Vous savez très bien que ce sont souvent les mêmes populations, et on dit toujours, on a une espèce d'euphémisme bien connu des services de police. Ça veut dire quoi, bien connu des services de police? Donc il y a un moment donné où il faut arrêter, faisons la sociologie, mais ça aussi c'est interdit. Jadis, quand Zemmour parlait des religions des gens qu'il voyait en prison, qui se trouvaient en prison, moi j'en ai vu, je fais des interventions dans les prisons. Est-ce que je dois dire ce que je vois, ou est-ce que je dois mentir en disant non, j'ai rien vu, j'ai vu des gens, j'ai même pas vu leur couleur, j'ai même pas vu leur religion, bien sûr que si. Il y a juste un moment donné, si on veut vraiment penser le réel, et pas le passé, et pas forcément penser le réel à partir du passé, en disant je vais prendre les guerres de religion, est-ce que c'est vraiment très exactement le même schéma? Il y a un petit moment ça déborde, il y a un petit moment c'est un peu le lit de Procust, il va falloir couper pour que... Non, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire que quand je vois, je suis un habitué de votre chaîne, mais quand je vois des images, des gens qui se font tabasser, qui se prennent des coups de tournevis, qui se prennent des coups de marteau alors qu'ils sont par terre, des grands-mères qu'on agresse, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et ce sont toujours les mêmes qui agressent, toujours les mêmes qui se font agresser. On peut faire une sociologie, et pas la peine de faire des micro-trottoirs pour pouvoir, ou même des enquêtes de sociologie, ou même de mandater quelqu'un du CNRS, ou d'aller chercher un historien. Tout le monde le voit bien, tout le monde le sait. Donc il y a un moment donné, si on veut pouvoir attaquer la chose, il faut pouvoir la nommer. Donc je crois qu'il y a une guerre civile, j'ajoute à bas bruit, mais d'une certaine manière, parce que cette guerre civile n'est menée que par un camp. C'est-à-dire que si effectivement le camp républicain menait cette guerre civile, s'il lui venait de mener cette guerre civile en disant nous allons reconquérir ces territoires, et pas seulement le disant au moment des élections ou des réélections ou juste pour faire de la frime sur les plateaux de télévision, mais en disant non, on va reconquérir ces territoires perdus, alors là vous verriez que cette guerre civile elle ne serait pas à bas bruit. Ça ne se ferait pas facilement. C'est-à-dire qu'il y a une élue de Marseille qui, il y a très longtemps, et à l'époque je lui donnais tort, et j'avais tort de lui donner tort, une élue socialiste qui disait qu'effectivement il fallait demander à l'armée... Samia Ghali. Absolument, Samia Ghali. Je fais publiquement mes excuses à cette dame pour lui avoir dit il y a 10 ans que peut-être on pouvait ne pas commencer par l'armée, qu'il y avait d'autres solutions, etc. Je pense que des choses se sont passées aujourd'hui et font effectivement que dans ces territoires perdus de la République, tout le monde a vu le Bac Nord. On voit bien qu'il y a une sociologie, une population qui n'en a rien à faire de la démocratie, de la République, etc. Et c'est la quintessence du libéralisme. Mon combat politique de gauche est antilibéral et je pense qu'il n'y a pas plus libéral qu'un quartier perdu de la République. Il n'y a pas plus
libéral non plus que les gens du football, d'ailleurs. Parce que c'est la loi du marché. Pardon, la loi du marché et de l'argent. C'est la loi du marché. Vous êtes le caïd, vous faites la loi. La loi, c'est vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de souverainisme. Vous êtes le mal, c'est-à-dire on régresse des milliers d'années. Là, on est dans la horde primitive de Darwin, et on vous fait savoir que si vous êtes le mâle dominant, vous possédez les femelles, vous avez le droit de vie et de mort, vous avez le droit de parader, vous avez le droit de prendre la plus grosse part du sanglier que vous avez taillé et grillé. Et on se dit, eh bien voilà, c'est ça marche comme ça. Et bien, le football, c'est pareil. Donc on vous dit, ah ben il est très bon, celui-là, il gagne des millions, donc il peut bien gagner des millions, puisqu'il est très bon. Et donc ils ont le droit de tout faire. Mais vraiment, regardez les faits divers sur le terrain du football, c'est exactement la même chose. Ouais, alors, vous voulez du libéralisme à l'état chimiquement pur, allez voir les banlieues, allez voir le football, et vous aurez vraiment une... Et quand vous dites le football, vous dites le public du football ou les footballeurs? Parce qu'on a eu ces saluts nazis hier au Parc des Princes, ces chants, tout ça. Les cris de singe. Beaucoup d'argent, des crétins, des racistes, des antisémites, des violents, des alcoolisés, des gens qui se mettent à genoux devant des individus dont le seul mérite est de mettre des buts. Bon, d'accord, c'est formidable, mais enfin, c'est pas Rembrandt, c'est pas Vinci, Léonard, pas le... Les gens ont pensé que... c'est les autoroutes. Il faut quand même préciser, bon. Etc. Non, mais ce que vous dites est très intéressant. On a commencé sur les refus d'obtempérer. Il y a un autre signe de dysfonctionnement, je trouve, de la société. On va écouter un témoignage de parents d'un jeune homme qui s'appelait Maxime. Il avait 14 ans, il a été massacré par l'un de ses amis en 2012 dans le Doubs. Cet individu avait 17 ans, il a été condamné à 22 ans de réclusion. Et 8 ans après, il a eu une permission de sortie qu'il a utilisée pour aller agresser à coups de couteau un chauffeur de taxi. J'aimerais juste qu'on écoute les mots employés par les parents de Maxime, la victime, parce qu'ils disent beaucoup de l'état de notre société. C'est comme si on revivait il y a 10 ans en arrière, hein, sincèrement, et ça fait remonter beaucoup de choses. Et on a eu la première, la perte de notre fils, la deuxième, le procès où il nous a ignorés, où il a joué avec tout le monde, où il a évoqué son droit au silence. Une deuxième, et la troisième aujourd'hui où on recommence. On reprend les mêmes choses et même si effectivement on sait que là il est reparti en prison, nous on n'est pas serein, vraiment pas serein. Parce que qu'est-ce qu'il a fait pendant cette semaine et demie? Avec qui il a été en contact? Enfin, aujourd'hui on envisage tout, il est capable de tout. Du pire, et aujourd'hui il y a bien forcément quelqu'un pendant une semaine et demie qui a été en contact avec lui. Il n'a pas pu passer à travers de tout, sans argent, sans pouvoir dormir, sans se déplacer, etc. Et nous on reste dans la peur encore. Voilà pour ce témoignage de la maman de Maxime, donc tué en 2012, Michel Onfray. Une société qui n'est pas capable de mettre à l'abri les citoyens de tueurs. C'est une société, là encore, qui est affaiblie. Bien sûr, mais cette dame, d'abord ils sont très très dignes. Ces parents très dignes, très émouvants, très touchants. Et je les salue, si je puis me permettre. Mais je dirais, il y a un moment donné, cette dame utilise une expression qui est terrible. Elle parle du droit au silence. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que quand vous avez tué, massacré, vous avez le droit de vous taire. C'est un droit qu'on vous a donné. Mais qui, diable, a pu avoir cette idée qu'on pouvait permettre à un tueur, à un criminel, alors pourquoi pas le reste, un violeur, etc., de dire « Ah, mais vous avez le droit de vous taire ». C'est le droit au silence. Mais où en est-on arrivé pour permettre de mettre dans la législation la possibilité de ne pas collaborer avec la justice ? Ça s'appelle quand même le droit de ne pas collaborer avec la justice, et ce droit est donc juste, puisque c'est du droit. C'est-à-dire que le propre du droit c'est de travailler contre lui-même pour le coup. Il y a quelque chose qui ne va évidemment pas. Et il y a tout ça qu'on est susceptible d'aller voir du côté de la police aussi, quand on estime que la police tue. Non, la police ne tue pas. Il y a effectivement des accidents dans des moments où les gens refusent l'interpellation. Si effectivement on refuse l'interpellation, pourquoi est-ce qu'on estime que le coupable c'est le policier, et que c'est jamais celui qui a refusé l'interpellation? Je ne sache pas que des gens qui acceptent l'interpellation se fassent buter comme ça gratuitement. On n'est pas dans certains... Enfin, je ne vais pas parler des États-Unis et tirer une loi en disant que ça se passe comme ça. Il y a un moment donné où il y a une espèce d'inversion des valeurs, que cette pauvre famille soit obligée d'en appeler... de rappeler que ce barbare a eu droit au silence. Enfin, c'est quand même sidérant. Geoffroy Lejeune, à la fois sur le cas de cette récidive, de ce récidiviste, et sur les refus d'obtempérer.
Je rebondis sur la question du droit au silence qui choque Michel Onfray. En réalité, est-ce qu'on n'accorde pas beaucoup trop de droits aux criminels en règle générale? C'est-à-dire que cette personne avait, on en parlait tout à l'heure, le droit au bout de 8 ans à une permission de sortie d'une semaine, je crois, après avoir été examiné d'ailleurs largement par des experts, des psychologues, un juge d'application des peines, et manifestement personne n'a vu que potentiellement il pouvait recommencer à la seconde où il était dehors. Est-ce que on a raison de continuer à accorder le droit à ces gens à des remises automatiques de peine? Je dis bien automatique. Moi, la remise de peine fondamentalement ne me choque pas, mais quand elle est automatique, ça veut dire qu'elle ne dépend ni du mérite ni de la volonté de se réinsérer, etc. Voilà. Est-ce qu'on a raison de continuer dans ce sens-là? Je suis sidéré, moi, à chaque fois que j'entends parler d'un fait divers. C'est pas une remise de peine, c'est juste une. Je sais, mais disons que c'est l'environnement dans lequel un détenu rentre quand il est mis en prison. Il a cette permission de sortie et il a des remises automatiques de peine qui sont automatiques. Je précise encore une fois, c'est-à-dire que tous les ans, vous avez une partie de votre peine qui est rognée et vous sortez plus tôt que ce qu'on vous a annoncé le jour du tribunal. Et c'est encore une fois automatique. C'est très rare d'y échapper. Et donc, pour toutes ces raisons, moi, ce qui me frappe à chaque fois le plus dans les faits divers, ce que je trouve monstrueux, et je pense que notre société est peut-être malade de ne pas le voir, c'est qu'en réalité, on ne parle quasiment jamais des victimes. Vous avez d'ailleurs bien raison de le faire et de les faire parler. On parle de Maxime, ce jeune homme de 14 ans. Mais vous avez raison, mais on ne le fait jamais. En règle générale, quand on parle d'un fait divers, on s'attache à celui qui a tué ou celui qui a violé, et on ne parle pas de la victime. Et en fait, je constate qu'elles disparaissent progressivement de notre droit, et que par contre, on a fait, Mathieu Vallet le disait tout à l'heure, une extension hallucinante des droits de la défense, justement pour être certain que notre civilisation, notre société respectait le droit à une personne accusée de n'importe quoi de se défendre. Moi, je pense qu'on est allé trop loin, et je pense qu'aujourd'hui on le paye et que c'est le symptôme d'une société malade. Nathan Devers. Oui, et je pense que tout cela relève aussi du fait que la justice se débarrasse ou se décharge de l'esprit de justice, de rendre justice, pour aller vers l'esprit de procédure. Parce que tout ce que vous citiez, c'est-à-dire le droit à la défense, les droits aux remises de peine, automatiques. Ne touchons pas. Le droit au silence, pardon. Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Mais décidément, ce soir, entre ma gaffe sur Mérine et ce lapsus, mais en tout cas, le droit au silence et le droit aux remises de peine, etc., ça a une conséquence très simple, c'est qu'il y a un certain nombre d'affaires d'instruction où, si la procédure n'est pas respectée, non pas dans l'esprit, mais dans la lettre, c'est-à-dire un procès verbal qui est mal rédigé, c'est-à-dire une phrase qui aura mal été prononcée lors d'une garde à vue, une action lors d'une perquisition qui aura mal été faite au mauvais horaire, un petit peu trop tôt, un petit peu trop tard, etc., ça va avoir pour conséquence d'invalider entièrement la décision de justice. Vous ajoutez à cela ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir le problème que les procédures sont extrêmement longues, eh bien vous avez à la fin une justice qui est parfois menacée en tout cas d'être inefficace, où les gens qui la rendent se préoccupent moins de la rendre que de la rendre de manière tatillonne, en respectant tous les petits articles du code, etc., et qui, in fine, ne respecte plus son esprit ou n'est plus dans son esprit. Donc ça fait une justice qui ne peut que ne plus être conforme à la fonction qui devrait être la sienne dans une société. Michel Onfray. J'ajouterais qu'il y a quand même quelque chose de grave aussi, c'est l'impunité des gens qui mettent cet individu dehors. Vous aussi, pour le droit à la défense, entendons-nous bien. Je suis pour les remises de peine, je suis pour les autorisations de sortie. Il ne s'agit pas de dire on va les mettre 50 ans en prison et puis comme ça l'affaire sera réglée ou rétablir la peine de mort. Faut pas exagérer, c'est pas pensable. Mais il y a un moment donné où le moindre médecin qui commet une erreur médicale, vous portez plainte contre lui et puis vous cognez fort. Alors que vous avez des gens qui vous disent non, celui-là il peut sortir, il n'y a aucun problème. Il continue de violer, il continue de massacrer, il continue de tuer. Puis on dit ah mais on savait pas, on n'était pas. Enfin il y a des psychologues qui sont payés pour ça. Il y a des juges d'application des peines, je crois savoir. Je suis pas un technicien. Qui l'ont tous examinés et libérés. Enfin, monsieur peut sortir, il n'y a aucun problème, il sort. Autorisé à sortir. Un coup de cutter, un chauffeur de taxi. Comment ils font les psychologues pour passer à côté de ça? Comment ils font les juristes dont le métier consiste à appréhender les individus? Ils ne savent pas que les individus peuvent être dans la duplicité, qu'ils peuvent mentir, qu'on peut bien se comporter en prison tout en étant un salaud, en disant dès que je sors, je recommence. Enfin, il y a une espèce d'irénisme, de vision du monde totalement simpliste. C'est chez ces gens qui, la plupart du temps, par idéologie, estiment que l'homme est bon, qu'il faut leur faire confiance. L'homme est bon, mais pas toujours. Et il y en a qui ne le sont jamais, il y en a qui ne le seront jamais, il y en a qui sont des vrais méchants et qui ne redeviendront jamais autre chose que d'être méchants. Allez, il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Le rappel des titres de l'actualité avec Clémence Barbier.